Nous recevons aujourd'hui Noélie, qui nous vient de la région parisienne, donc, pour nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, au travers d'un exemple sur les jeux vidéo, et plusieurs exemples. Donc je vous demande d'accueillir Noélie qui a fait tout ce chemin pour venir nous faire sa présentation et consacrer les 50 prochaines minutes à ce sujet. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Comme ça a été dit, on va passer du coup les 50 prochaines minutes ensemble pour explorer un sujet qui est assez important et auquel on ne pense pas forcément, c'est celui de l'accessibilité dans les jeux vidéo. L'objectif, c'est qu'à la fin, on débloque tous ensemble un nouveau succès, celui de rendre son jeu vidéo accessible. Donc moi, c'est Noélie. Actuellement, je suis Engineering Manager chez Jagi. Je donne également des formations en développement web avec un focus sur l'accessibilité numérique. J'ai également été dev front pendant 5 ans, puis j'ai été consultante en accessibilité numérique. Et en parallèle de tout ça, je suis également bénévole dans une asso qui s'appelle Gamer, qui promeut du coup la diversité et l'inclusion dans le jeu vidéo, l'e-sport et l'audiovisuel. Avant qu'on plonge un peu dans le vif du sujet, on va faire une petite introduction qui est un peu nécessaire pour qu'on parte toutes et toutes sur des bases communes. Et on va parler un peu handicap. Voilà. Donc ici, vous avez du coup 6 catégories de handicap qui sont définies par l'AGFIP. Et je voulais vous faire citer des exemples de handicap, mais ça risque de nous prendre un peu de temps. Donc je vais juste aller au but. Alors, dans toutes mes petites catégories, en premier, je vous ai mis moteur. Moteur, ça va être tout ce qui est difficulté à se déplacer, à effectuer certains gestes. Ça peut même aller jusqu'à des troubles de la communication. Ça englobe beaucoup de choses. À côté, on a sensoriel. Avec du coup tout ce qui va être... dans sensoriel, je compte tout ce qui est troubles visuels et auditifs. Donc de la vue et de l'audition. Qui peuvent aller des troubles légers à profonds. Ensuite, intellectuel. Dedans, c'est tout ce qui va être limitation de la compréhension, de la conceptualisation ou même de la communication. Ensuite, on a psychique. C'est vrai que psychique, on n'y pense pas souvent quand on fait de l'accessibilité numérique, donc pour les sites web, les applis mobiles, etc. Mais dans le jeu vidéo, ça prend tout un autre sens. Et ça prend quand même une place assez importante. Dans psychique, on va compter tout ce qui est trauma, phobie, trouble anxieux ou même encore addiction. Après, on a cognitif. Cognitif, eh bien, c'est tout ce qui va être trouble du comportement, déficit de l'attention, trouble du spectre autistique, trouble dyslexie, dyspraxie, etc. Et enfin, maladie invalidante. Donc dedans, on va mettre tout ce qui est pathologie comme le cancer, le VIH, la sclérose en plaques, ou même des états liés à des maladies comme le Covid long. Avant qu'on passe à la suite, quelques petits faits importants à garder en tête. Je ne les ai pas mis sur la slide, j'aurais peut-être dû. Une personne sur 6 dans le monde est en situation de handicap. La majorité des handicaps sont invisibles, donc ça peut passer inaperçu. Et en 2021, il y a une étude d'Accenture qui dit que dans laquelle il y a plus de 2,7 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Et parmi ces 2,7 milliards de personnes, Microsoft estime que 15% d'entre elles sont en situation de handicap, ce qui représente près de 400 millions de personnes. Ces chiffres, au-delà de montrer juste l'importance de l'accessibilité dans les jeux vidéo, ils montrent aussi que c'est une question d'inclusion et une formidable opportunité pour toucher un public plus large. Un autre aspect à garder en tête, c'est que le handicap, il n'est pas toujours permanent. Il peut également être temporaire ou situationnel, ce qui va rendre en fait la réflexion autour de l'accessibilité beaucoup plus pertinente. Si on prend un exemple avec cette infographie de Microsoft, qui est le Persona Spectrum, on peut voir du coup qu'on a différents types de handicap, et on va prendre l'exemple le tout premier, où on a une personne qui tient un enfant dans ses bras, qui aura les mêmes contraintes qu'une personne qui a un bras dans le plâtre, ou encore qui n'a qu'un seul bras. En fait, on voit que c'est important parce que ça va vraiment élargir la notion d'accessibilité. Ce qu'on va concevoir pour des personnes handicapées, ça va également bénéficier à un plus large public dans des contextes variés. Et finalement, rendre des jeux vidéo accessibles, c'est améliorer l'expérience de tout le monde. Mais du coup, qu'est-ce que l'accessibilité des jeux vidéo ? Je vais vous lire la petite définition de... Et j'ai complètement oublié d'activer mes sous-titres, pardonnez-moi. Je vais les activer dès maintenant. Donc, l'IGDA GAZIG, je m'excuse d'avance pour mon superbe accent anglais, c'est l'International Game Designer Association. Et GAZIG, c'est le Game Accessibility Special Interest Group.
Donc c'est le groupe d'intérêt dédié à l'accessibilité dans les jeux vidéo de cette association. Donc leur définition dit que les situations de handicap apparaissent dues à des décalages entre les capacités d'une personne et les barrières avec lesquelles elles sont en interaction. La plupart de ces barrières sont non intentionnelles et non nécessaires. Accessibilité, ça veut dire éviter ces barrières non nécessaires. Pour illustrer un peu plus clairement ce point-là, je vais vous montrer avec des exemples, ce sera peut-être plus clair. Donc les barrières intentionnelles et les barrières non nécessaires, c'est vraiment deux choses différentes. Typiquement, les barrières intentionnelles, elles sont essentielles pour le concept même du jeu. Sans ces contraintes, l'expérience du jeu, on la perdrait. Premier exemple avec Professeur Layton. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, non. Oui, ok, ça marche. J'ai vu des têtes... Ok, donc Professeur Layton, c'est une série de jeux qui repose vraiment sur des énigmes de complexité variable. Si on retire toutes ces énigmes, on perd en fait l'intérêt du jeu. Voilà, c'est une barrière intentionnelle qui fait qu'en fait, effectivement, on va exclure des personnes, typiquement des personnes qui ont de la dyscalculie, qui ont des problèmes de concentration, ce genre de choses. Et y a des aides, hein, forcément. Les jeux font en sorte qu'on puisse quand même réussir à réaliser toutes ces énigmes. Mais ça n'empêche pas que si on retire cette complexité, on perd le jeu. Deuxième exemple avec WarioWare. Ça parle peut-être un petit peu moins, peut-être quand même. Oui, ouais, ça va. Ok. WarioWare, c'est un jeu sur lequel tout se joue sur la rapidité. On enchaîne les mini-jeux à une vitesse effrénée, il n'y a pas forcément trop d'explications, on découvre un peu le jeu sur le tas et il faut qu'on le termine et ça va très très vite. Mais si on retire cette vitesse, on perd également le concept du jeu. Voilà, donc ça c'est des barrières intentionnelles. Mais d'un autre côté, il y a les barrières involontaires. Elles ne sont pas conçues pour nuire, mais elles vont exclure certaines personnes. J'ai un exemple à vous donner, c'est le jeu Two Dots sur mobile. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un jeu où il faut relier des points de couleur pour les faire disparaître. Le problème, c'est qu'en fait, pour des personnes daltoniennes ou achromates, alors le daltonisme, je pense que ça parle à tout le monde, les personnes achromates, ce sont des personnes qui voient en niveau de gris. Voilà. Donc pour ces personnes, les couleurs elles peuvent ne pas être discernables, et ce qui va créer du coup la barrière pour le jeu. Mais heureusement, ils ont du coup réglé ce problème en ajoutant des petits sigles pour chaque couleur. Alors je ne sais plus de mémoire quel sigle est pour quelle couleur, mais par exemple pour du vert vous avez un triangle, pour du rouge vous avez un carré, etc. Et ça permet en fait de retirer cette barrière. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est involontaire. Bon, maintenant que vous avez normalement peut-être compris la différence entre barrière intentionnelle et involontaire, on va faire un petit test. À main levée, je vais avoir besoin que vous me dites... que vous allez répondre à la question du coup. Mais avant ça, donc sur l'écran, là, vous avez une capture du jeu Pokémon Go. Est-ce que ce jeu vous parle? Ok, ça parle à tout le monde. Ok. Bon, pour les personnes qui ne sauraient pas, Pokémon Go, c'est un jeu mobile où l'objectif est d'aller attraper des Pokémon en se déplaçant dans la rue avec son téléphone à la main. Le jeu, en fait, encourage les gens à sortir et à aller explorer le monde réel derrière. Avec ces simples informations, et là c'est là où je vais vous demander de lever les mains, qui pense que ce jeu a des barrières involontaires? Ok, ça marche. Qui pense que, au contraire, on a plutôt des barrières intentionnelles? Ok, ouais, merci. Ok, ça marche. Et qui pense qu'on a plutôt les deux? Ok, ça marche. Et bah, du coup, pour toutes les personnes qui ont répondu les deux, bravo. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. En fait, quand Pokémon Go a été lancé, il y avait effectivement une barrière intentionnelle qui était de se déplacer dehors. Voilà, la barrière intentionnelle, c'est il faut sortir. Mais là où en fait c'est une barrière intentionnelle, c'est que derrière, on va exclure plusieurs personnes, notamment des personnes à mobilité réduite, des personnes qui vivent dans des zones peu accessibles, des personnes qui vivent dans des zones où le réseau est ce qu'il est, ou même des personnes agoraphobes. Voilà, donc on exclut... Le micro n'arrête pas de tomber. Donc on exclut beaucoup de monde en fait avec cette barrière. Cela dit, en fait, on a eu un super truc qui est arrivé en 2020, c'était le Covid-19, où tout le monde est resté chez soi au final. Et Pokémon Go a dû s'adapter pour qu'il y ait encore du monde sur le jeu. Et au final, c'est là où la pandémie elle a révélé des barrières involontaires sur le jeu.
En gros, quand tout le monde s'est retrouvé confiné, le jeu a dû s'adapter et proposer des moyens de jouer depuis chez soi. Et ces ajustements, en fait, ils montrent que certaines des barrières n'étaient pas nécessaires et pouvaient être contournées sans nuire à l'expérience globale du jeu. Voilà. Est-ce que c'est plus clair la notion de barrière involontaire et intentionnelle pour tout le monde? Parfait. Mais ça va juste... Enfin, l'accessibilité des jeux vidéo, ça va vraiment bien plus loin qu'une histoire de barrière. Le jeu vidéo, ça permet vraiment à des personnes de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir avoir un sentiment d'appartenance et d'accomplissement. Mais aussi, ça peut, enfin, c'est vraiment énorme en fait, tout ce qui se passe avec le jeu vidéo de façon générale, mais encore plus quand ils sont accessibles. Là, en fait, vous avez un témoignage d'une personne qui est devenue handicapée des suites d'un accident, qui explique que quand le monde entier lui est devenu inaccessible, les jeux vidéo lui ont redonné des possibilités. Voilà. J'aimerais aussi qu'on fasse une petite différence entre deux termes, les termes accessible et abordable ou approchable. C'est très important pour moi, ça me tient énormément à cœur. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire « Ah, ce jeu, il est accessible parce qu'il coûte 3 €. Voilà. Donc, afin que vous ne fassiez plus l'erreur, accessible, ça veut dire que des mesures ont été prises pour que le jeu puisse être joué par des personnes handicapées. Ça veut dire qu'on a vraiment rendu le jeu jouable pour des personnes en situation de handicap, en intégrant des fonctionnalités spécifiques. Ça peut être des sous-titres, la possibilité de changer les contrôles, des indications visuelles, ce genre d'éléments. Mais ça implique également de collaborer avec des personnes handicapées dès la conception et de tester les prototypes pour identifier et lever les barrières en amont. Voilà, ça c'est un jeu accessible. Maintenant, quand on parle d'un jeu abordable ou approchable, ça va plutôt être faciliter l'accès aux nouvelles personnes ou encore aux non-initiés d'un genre de jeu en particulier. Alors ça passe plutôt par des éléments comme des tutoriels, des modes adaptés, mais surtout c'est des tests utilisateurs qu'on va faire avec des personnes novices pour s'assurer que l'expérience de jeu est bien compréhensible. Ça va aussi passer par des prix réduits pour des personnes qui débutent et qui hésitent à s'engager financièrement dans un jeu complexe. Et du coup, l'objectif d'un jeu abordable, approchable, ça va plutôt être de réduire les obstacles à l'amusement et rendre le jeu ouvert à des publics souvent négligés, comme les personnes qui ne jouent pas ou de façon occasionnelle. Voilà, c'est clair la différence? Parfait, on va faire un test, on va voir si vous avez bien compris. Alors, ici, vous avez une capture du jeu Les Sims 4. Ça va, ça parle à peu près à du monde? Parfait. Bon. Si jamais vous ne le savez pas, le jeu de base, les Sims 4, est free-to-play, ça veut dire qu'il est gratuit. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps, mais c'est le cas depuis pas longtemps, d'où le fait qu'il soit dans mes exemples. Dans lequel en fait, vous allez créer et gérer des petits personnages qu'on appelle des Sims, que vous pouvez voir là à l'écran. Vous pouvez leur construire des maisons, leur créer des relations sociales ou même gérer leur carrière. Enfin, c'est un jeu de simulation de vie au final. Quand vous commencez, le jeu va vous proposer un petit tutoriel rapide pour vous expliquer un peu les mécanismes de base du jeu. En termes d'accessibilité, vous allez aussi avoir quelques fonctionnalités comme la possibilité de changer les touches, de modifier la difficulté de certaines tâches à effectuer dans le jeu, mais il va manquer quand même des options plus poussées. Du coup, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'un jeu accessible, pareil à main levée, ok, et plutôt abordable ou approchable? Eh bien parfait, vous avez très bien compris la différence, je n'ai pas besoin de donner plus d'explications que ça, je pense. Mais bon, effectivement, c'est bien qu'il soit gratuit et facile d'accès. Il reste quand même très limité dans ses options d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il manque beaucoup de choses encore pour que ce jeu soit considéré comme accessible. Chose à noter, c'est qu'ils sont très bons en termes de représentation des handicaps. Voilà, parce que maintenant, vos Sims peuvent avoir des appareils auditifs, ce qui n'était pas le cas avant, donc plutôt cool. Et bien maintenant, vu qu'on a vu un peu tous ces sujets-là, on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet et on va commencer à parler de comment est-ce qu'on rend un jeu accessible. Alors, je vous les ai découpés en plusieurs petites catégories, en sachant qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître par rapport à mon introduction et des choses que j'aurais fusionnées pour gagner un peu de temps. Mais du coup, quand on parle d'accessibilité dans le jeu vidéo, on pense tout de suite à des filtres pour les personnes daltoniennes ou aux sous-titres. Mais en fait, c'est juste la surface de l'iceberg. Il y a tellement de choses qui existent. C'est ultra large. C'est pour des personnes qui ont du mal à bouger rapidement, pour des personnes qui voient mal ou différemment, pour des personnes qui n'entendent pas ou peu, pour des personnes qui ne peuvent pas parler également, mais également pour des personnes qui peuvent avoir du mal à se concentrer, comprendre ou se rappeler également.
On va commencer par un des tout premiers éléments, qui est pour les troubles moteurs, donc ça va être la capacité à avoir du matériel adapté. Là, vous avez plusieurs exemples sur l'écran. Le premier étant la manette Access de PlayStation, qui est sortie il y a plus il y a un an maintenant presque, qui est une option qui permet aux personnes de concevoir leur propre manette PlayStation avec les boutons et commandes de leur choix. Donc on a plusieurs boutons, on a plusieurs qu'on adapte un peu comme on le souhaite. Ils font des tailles différentes pour différents usages et que c'est une alternative plutôt sympa. À côté de ça, je vous les ai pas mis, enfin j'ai retiré de ma slide parce que tout le temps il y a eu des nouveautés qui sont sorties, mais on avait le Xbox Adaptive Controller, qui est du coup l'espèce de hub de Microsoft sur lequel on peut venir connecter plein de choses différentes. Donc on peut venir connecter des choses qui vont nous permettre de contrôler le jeu avec le souffle, notamment, ce qui est assez étonnant. J'ai pu tester, c'est très sympa. Voilà, et plein d'autres outils. On a également le joystick adaptatif de Xbox, donc ça aussi c'est très récent, c'est pour ça que je l'ai remplacé par ça sur mes slides. Il vient compléter le Xbox Adaptive Controller où il peut être utilisé avec la manette Xbox. Si jamais vous avez utilisé la Wii, ça fait peut-être rappeler un peu au nunchuk qu'il y avait. Voilà. Et en fait, il va permettre de mieux répondre aux limitations motrices spécifiques en venant offrir du coup des alternatives pour une prise en main plus facile. En tout dernier, vous avez, bon, ça se voit peut-être plus trop, mais c'est la Switch 2 qui sort aujourd'hui de mémoire en plus, donc c'est parfait. Pourquoi la Switch 2 ? Parce qu'en fait, la Switch 2 a mis des options d'accessibilité intégrées à la console, ce qui est une grande première pour Nintendo d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'elle fait partie de ma liste. Alors, une autre option qui est beaucoup utilisée, et pareil qui est dans les troubles moteurs, parce que vous allez voir pourquoi, c'est la possibilité de changer ses touches par défaut. Donc par défaut, vous avez des touches qui sont définies, que ce soit pour le clavier ou pour les manettes. Et bien là, vous pouvez tout modifier vous-même. Ça va permettre de personnaliser le jeu en fonction de vos besoins. Et un exemple très parlant, c'est Palworld. Je ne sais pas si ça vous parle comme jeu. Palworld, c'est un jeu comme Pokémon. C'est un plagiat de Pokémon. Sauf qu'en fait, vous pouvez exploiter les Pokémon pour créer des choses, des armes, etc. Il y a beaucoup d'armes d'ailleurs dans le jeu. Et un gros problème avec ce jeu, c'est que pour fabriquer des objets, il faut rester appuyé sur la touche F pendant très longtemps. Voilà, sur votre clavier. Donc ça peut être très vite très long. Et ça peut être très gênant aussi pour des problèmes qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, des problèmes, enfin des douleurs dans les doigts, etc. Et dans ce jeu, il n'était pas possible de changer du coup cette touche. Et du coup, ça pouvait vite amener des problèmes. Il y a même eu sur Reddit tout un thread Reddit sur lequel les gens demandaient « Et vous faites quoi pour remplacer votre touche F ?» Et du coup, les gens avaient posté des photos de systèmes où en fait, ils avaient bloqué des bouchons de stylo pour maintenir la touche F enfoncée. Voilà. Mais il faut aussi penser à l'interaction selon le clavier AZERTY QWERTY. Ça peut aussi être un obstacle. Voilà. Une autre façon de rendre les jeux vidéo plus accessibles, c'est en intégrant des éléments d'accessibilité directement dans le gameplay. Donc là, par exemple, on a Just Dance. Ça va, Just Dance, ça parle à du monde. Parfait. C'est un très très bon exemple parce qu'en fait, Just Dance va vous proposer des danses adaptées. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas jouer debout, que vous ne pouvez pas, eh bien, vous pouvez quand même jouer à Just Dance. Là, typiquement, vous avez un exemple d'une danse où on a 3 personnages, 2 d'entre eux sont debout, le troisième est en fauteuil roulant. Et en fait, vous avez plein de danses comme ça, où c'est des gens qui vont être assis derrière une table, enfin, il y a plein de danses comme ça. Et ça permet vraiment à des personnes qui ont des problèmes de mobilité de pouvoir profiter du jeu de danse de la même manière que tout le monde. Ça montre aussi que l'accessibilité, ça ne doit pas forcément être un ajout supplémentaire ou un mode, mais ça peut être directement intégré dans la conception du jeu. Et plutôt que d'imposer des actions spécifiques comme des mouvements de danse debout, là, dans ce cas-là, le jeu il permet vraiment à plus de monde, en fonction de leur capacité, de pouvoir y jouer. Alors, on va passer maintenant à la partie un peu visuelle. Je pourrais encore parler des heures sur ce sujet, donc j'essaye de me restreindre au maximum. Quand on parle d'accessibilité visuelle dans les jeux vidéo, il y a énormément d'aspects à prendre en compte. Alors, effectivement, les filtres pour le daltonisme, très important. Vous avez ici un exemple de Fortnite qui permet justement de sélectionner les filtres de daltonisme à utiliser.
Je ne sais pas si on voit bien de loin, mais c'est pas. En gros, l'idée du test, c'est de vérifier qu'on visualise bien les lamas dans les cercles. Voilà. Un truc intéressant par rapport à ces filtres, Baldur's Gate 3, est-ce que ça parle à du monde? Parfait. À sa sortie, il n'y avait pas ces filtres de daltonisme. Du coup, sur la minimap, les alliés et les ennemis apparaissaient de la même couleur. Voilà, je vous laisse imaginer ce que ça donne en combat. Mais ces filtres ont été ajoutés plus tard, ce qui a permis à des gens de ne pas tuer leur propre équipe par erreur, ce qui est pas mal. Il y a également l'importance de pouvoir agrandir l'interface, pouvoir augmenter la taille du texte, des sous-titres, des éléments clés, etc. Ça change vraiment tout pour les joueurs et les joueuses malvoyants ou malvoyantes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui proposent ce genre de personnalisation. C'est bien. Et une chose, si jamais vous voulez savoir, il y a des recommandations de mettre tous ces textes à minimum 26 pixels dans les jeux. Voilà. Enfin, pour des joueurs et joueuses qui sont aveugles, typiquement, on a certaines productions comme The Last of Us Part 2, donc ça c'est ma petite capture d'écran à côté, ou même Forza Motorsport, pardon, qui intègre des informations audio super complètes, super détaillées, donc on a des sons directionnels, on a des bruits de moteur spécifiques, enfin on a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer au jeu sans le voir. C'est très impressionnant. Je vous conseille de regarder des vidéos, notamment d'Xbox, sur comment est-ce qu'ils ont rendu Forza Motorsport accessible aux personnes aveugles. C'est très impressionnant. Et en fait, tout ça, ça a l'air d'être de petites options en apparence, mais ça fait vraiment une énorme différence en fait, pour rendre les jeux plus inclusifs. C'est pas juste une question de filtre ou de son également pour la partie visuelle. Un autre point super important, c'est la possibilité d'utiliser un lecteur d'écran, et surtout celui de son choix. Lecteur d'écran, ça va, ça parle à du monde? Pas trop. Bon, un lecteur d'écran, c'est un outil qu'utilisent notamment des personnes aveugles pour naviguer sur Internet, entre autres. Ça va leur permettre d'avoir, de tout ce qui est à l'écran va leur être vocalisé par cet outil qui va ensuite lui donner les informations et lui permettre de pouvoir naviguer correctement sur un site. C'est pour ça qu'il faut que vos sites soient accessibles, c'est pour permettre à vos personnes qui utilisent ce genre d'outils de pouvoir les utiliser. C'est pareil pour le jeu vidéo. Là, un très bon exemple que je vous ai mis, c'est Diablo 4. Ça se voit peut-être pas de loin, mais c'est l'écran d'options d'accessibilité de Diablo 4. Dans ce jeu, en fait, tout a été pensé pour que les menus, l'inventaire, l'interface soient compatibles avec les lecteurs d'écran. Il y a d'ailleurs une vidéo, alors j'ai plus son nom et je m'en excuse, mais d'un joueur aveugle qui speedrun Diablo 4 grâce à son lecteur d'écran. Voilà. Et ce qui est vraiment top en fait avec Diablo 4, c'est qu'ils sont pas obligés, c'est que les personnes aveugles ne sont pas obligées d'utiliser l'outil imposé par le jeu, parce que généralement c'est du text-to-speech, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et bien là, en fait, les personnes peuvent choisir leur propre technologie d'assistance. Donc si elles veulent utiliser un lecteur d'écran comme JAWS ou NVDA ou même VoiceOver sur Mac, elles sont en mesure de le faire. Ce qui est super bien parce qu'en fait, ces personnes vont passer un temps monstrueux à configurer leur lecteur d'écran pour être adaptés à leurs propres besoins. Et le fait de pouvoir les utiliser de la même façon sur le jeu vidéo, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas besoin de reconfigurer encore un nouvel outil. Voilà, lecteur d'écran dans le jeu vidéo, très important. On passe maintenant à l'accessibilité auditive dans les jeux vidéo. Ça s'enchaîne, désolé. Premier exemple, c'est sur League of Legends. Voilà, on a le petit écran d'options et on a une toute petite option en bas. Je ne pense pas que vous voyez très bien, mais cette option permet d'afficher des notifications visuelles quand certains champions lancent des capacités qui sont surtout visuelles. Et du coup, ça nous permet d'avoir une petite notification pour dire attention, ce champion a utilisé son attaque. Alors, c'est pas un attention, mais on a juste un petit encart qui s'affiche sur l'écran. On voit la tête du champion en question et on sait ce qui se passe. Alors, pour les personnes qui connaissent League of Legends, typiquement, c'est quand on a un champion comme Sion ou Nocturne qui lance sa capacité ultime. Et c'est là où on voit ce petit encart. Ça permet de s'assurer que même quand on n'a pas le son du jeu, on puisse quand même suivre l'action et comprendre les différents éléments clés de ce qui se passe à l'écran. Voilà, pour l'avoir testé, c'est très sympa. Ensuite, les sous-titres. Effectivement, les sous-titres, pour les personnes qui pourraient ne pas entendre, c'est quand même vachement important. Il y a énormément de choses à dire sur les sous-titres.
Et du coup, je vais juste vous donner un peu les informations de David Tisserand, qui est le directeur de l'accessibilité chez Ubisoft, qui a partagé plein de statistiques sur l'usage des sous-titres dans les jeux vidéo d'Ubisoft, du coup. Commençons en 2018. 2018, c'est la sortie d'Assassin's Creed Origins. Ça parle à du monde? Ok. Dans ce jeu, en fait, quand le jeu est sorti, les sous-titres, ils n'avaient pas été activés par défaut. Et en fait, il y a 60% des personnes qui ont joué au jeu qui sont parties dans les options pour activer les sous-titres. Un an plus tard, c'est Assassin's Creed Odyssey qui sort. Et là, par contre, les sous-titres étaient activés par défaut. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a 95% des joueurs qui ont décidé de garder ces sous-titres. Donc, contrairement aux 60% des joueurs qui sont partis les activer, bah là, on n'a que 5% qui sont partis les désactiver. Voilà. À la sortie de Far Cry New Dawn, c'est 97% des personnes qui ont décidé de garder les sous-titres activés. Voilà. Donc on n'a seulement que 3% qui sont partis dans les options pour désactiver les sous-titres. Ces chiffres, en fait, ils montrent qu'une majorité des personnes préfèrent avoir les sous-titres quelque part. Et ça ne concerne pas seulement les personnes malentendantes, mais des personnes qui souhaitent simplement profiter de l'expérience du jeu de façon un peu différente. Voilà. Alors aussi pour les sous-titres, bien entendu, quand on propose également la possibilité de changer la couleur, de pouvoir mettre le prénom de la personne qui parle avant, ou même de pouvoir modifier la taille des sous-titres. Voilà. On ne fait pas juste des sous-titres pour faire des sous-titres, comme a pu le faire Black Myth Wukong, où on a des sous-titres blancs sur fond blanc. L'accessibilité auditive, ça va bien au-delà que la simple gestion des sous-titres. Ça inclut aussi du coup, l'ajout d'indicateurs visuels pour les effets sonores, ce que je vous ai expliqué juste avant, les personnalisations des options audio, et ça va créer un environnement de jeu plus inclusif. Ça passe également, ma slide ne passe pas, ça passe également par l'intégration de la langue des signes dans les jeux. On n'y pense vraiment pas à ça, et c'est ça qui est cool. Premier exemple, Forza Horizon 5. On a du coup des interprètes en langue des signes qui sont affichés pendant les cinématiques et dialogues du jeu. Ce qui va permettre en fait à des personnes pour qui l'anglais n'est pas forcément la langue natale, de pouvoir comprendre ce qui se passe grâce à la langue des signes. Également, l'autre exemple, c'est Spider-Man Miles Morales. Dedans, vous avez des personnages qui communiquent alors, c'est langue des signes américaine, ouais, c'est ça, américaine, pour la communication. Et en fait, ça va être, on va suivre leur discussion. Il y a des sous-titres de mémoire, je crois pas qu'il... Non, j'ai dû les rogner de ma capture d'écran. Non, c'était un GIF à la base. Bref, voilà. Et vous allez quand même pouvoir les suivre, ça va quand même être sous-titré, mais ça permet déjà d'avoir un peu plus d'inclusion, mais aussi de représentation. Effectivement, hein, quand on voit des personnages qui communiquent en langue des signes et qu'on communique en langue des signes, on se sent un peu plus représenté dans les jeux vidéo, et ça c'est cool. Ça on aime. Voilà. On passe maintenant à la partie élocution. Promis, il n'y a qu'une slide pour cette partie, ça va aller vite. Un aspect qu'on oublie souvent, c'est la communication, et c'est pourtant essentiel et indispensable dans les jeux multijoueurs en ligne. Alors, deux exemples ici. Rocket League et Pokémon Unite. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité ou même l'envie d'utiliser sa voix en jeu. Il y a énormément de raisons à ça. La première étant qu'on a des personnes qui sont muettes, on a des personnes qui parlent une langue différente de leur équipe, et on a des personnes qui ont des troubles du langage, comme la dysphasie ou la dyslexie. Et puis on a également des personnes qui ne souhaitent pas parler. Il y a plusieurs options pour rendre la communication plus accessible, notamment les messages rapides et les émoticônes. Super pratique en fait pour pouvoir envoyer une info sans avoir à parler ni à taper. Donc c'est les exemples là avec Rocket League et Pokémon Unite où vous pouvez configurer des touches pour amener des informations à votre équipe. Ça peut être des réactions visuelles ou sonores, par exemple des petites émoticônes pour donner des consignes, plein de choses comme ça. Et un autre point super important, je suis obligée d'en parler, désolé, c'est le harcèlement vocal. Voilà. Donc on va pas se mentir, mais dans certains jeux en ligne, surtout pour les joueuses, l'ambiance micro, ça peut vite être quelque chose de pas très fun. Et le fait d'avoir des moyens de communication alternatifs, non seulement c'est une manière de rendre le jeu plus accessible, mais c'est également une manière de protéger plus de joueurs et joueuses et de rendre l'expérience plus saine pour tout le monde. En diversifiant tous les moyens de communication, on permet à plus de monde de s'exprimer sans pression et surtout sans risque de se faire agresser vocalement derrière. Voilà.
Allez, partie cognition maintenant. C'est un peu mon fourre-tout où j'ai mis un peu tous les trucs que j'aimais bien. Parce que c'est les trucs qui me touchent le plus personnellement. Alors, pas forcément cette partie-là, mais plus par la suite. Alors, je vous ai parlé dans l'introduction au tout début des troubles psychiques, notamment tout ce qui était trauma et phobie. Voilà. Alors là, vous avez une araignée. Ouais, on dirait pas. C'est normal, c'est en fait une araignée dans Grounded avec le mode arachnophobie activé. C'est du coup maintenant un chamallow avec des yeux rouges. Voilà, moi je l'aime bien. À côté, c'est un scorpion. Ouais, il fait quand même très cubique, le scorpion, je suis d'accord. C'est pas un problème de texture, hein, c'est juste le mode arachnophobie qui a été activé. Comme ça, en fait, on retire les aspects arachnoïdes du scorpion. Donc en fait, tous ces petits modes là que je vous présente rapidement comme ça, donc là en l'occurrence c'est un mode arachnophobie qui permet de retirer les attraits arachnoïdes des créatures. Mais il y a plein d'autres modes qui existent, comme notamment des modes de thalassophobie pour des personnes qui ont peur des fonds marins. Il y a plein de choses qui existent et j'ai tout un article dessus. Mais du coup, tous ces petits modes, en fait, ils sont super cool parce qu'ils vont permettre aux joueurs et joueuses de continuer l'aventure sans stress et sans devoir quitter le jeu à cause d'une peur. Le nombre de fois où j'ai Alt F4 parce que j'ai eu des trucs qui m'ont fait peur, voilà. Mais du coup, adapter des éléments visuels et le gameplay, c'est super simple. C'est un moyen super simple d'ouvrir les portes de votre jeu à plus de monde, sans leur faire vivre un film d'horreur non consenti. Voilà, donc quand on parle d'activité connective, c'est pas juste une question de changer une araignée visuellement, même si c'est déjà énorme. Il y a toute une partie super importante, notamment sur comment est-ce qu'on évite les situations, les expériences traumatisantes, ou comment est-ce qu'on limite les risques pour des personnes plus vulnérables. Alors, ça peut passer par des avertissements de contenu, notamment avant une scène choquante, violente, ou émotionnellement lourde. Certains jeux comme The Last of Us Part 2 ou encore Hellblade Senua's Sacrifice vont afficher des petites alertes pour prévenir les personnes. Ça va permettre à chacun la possibilité de se préparer mentalement, de pouvoir sauter une cinématique ou encore d'adapter son expérience, par exemple en allant changer la difficulté, ou de se dire tant pis, je reviendrai plus tard quand je serai dans un meilleur état d'esprit. Alors, c'est ma petite capture d'écran tout à gauche. On est sur le jeu Dead Space. Dans ce jeu, on a un petit content warning qui s'affiche pour nous prévenir que la scène qui va suivre va contenir des visuels d'une mort lente et graphique par arme à feu. Voilà. Donc le fait de le prévenir, ça peut permettre à des personnes qui ont déjà vécu des situations similaires, n'oublions pas qu'aux États-Unis, les armes à feu, voilà, mais également à des personnes qui se disent que non, j'ai pas envie de voir ce genre de choses, et de pouvoir justement se dire est-ce qu'on reviendrait pas plus tard, relancerait pas le jeu un peu plus tard, est-ce qu'on laisserait pas quelqu'un jouer à notre place, est-ce qu'on sauterait pas des cinématiques, etc. Il y a aussi des avertissements liés à la photosensibilité, mon autre capture d'écran à côté, qui vient de Lost Ark, de mémoire. Donc en fait, ça va plutôt être si une scène va comporter des effets lumineux intenses, ou même des clignotements, et on prévient tout le monde à l'avance, comme ça on limite les risques. Mieux encore, alors c'est pas le cas de Lost Ark, mais d'autres jeux, je les ai plus en tête, on a certains jeux qui vont permettre de réduire ou de désactiver les effets de flash lumineux dans les paramètres, pour éviter tout risque de crise. Alors un truc qui est super chouette, c'est que c'est bien de mettre les alertes, mais quand c'est uniquement en début de jeu, ça sert un peu à rien parce que il peut arriver, le jeu peut n'avoir aucun effet de clignotement ou de scintillement, etc. Et boum, on a une cinématique qui les contient et c'est la crise. Voilà. Donc prévenez avant les cinématiques, c'est bien. Prévenir avant les cinématiques, c'est bien aussi. Bon, maintenant on va être un peu réaliste. Qui n'a jamais rouvert un jeu après 3 mois de pause en se demandant mais pourquoi je suis là et qu'est-ce que je devais faire? Moi, c'est mon problème au quotidien. Eh bien, pour des personnes comme moi, qui ont des difficultés au niveau de la mémoire ou même de la concentration, c'est encore plus dur ces questions-là. Mais heureusement, il y a certains jeux qui pensent à nous, notamment Dragon Quest, la série de jeux, ça vous parle? Voilà, c'est ma série de jeux préférée. Dragon Quest, ce qui est super cool avec, c'est que dès qu'on arrive et qu'on relance sa partie, on a un petit récap qui nous dit voilà, vous avez fait ça, vous devez faire ça. Au moins c'est clair et je ne suis pas perdu. On a également Baldur's Gate 3 qui va... Alors je vous ai pas mis la capture d'écran parce que je voulais pas spoiler les gens, parce que même si le jeu
il est sorti il y a un moment, ça reste quand même récent, et en fonction des runs qu'on fait, c'est toujours différent. Bref, donc le jeu va encore plus loin avec un journal quête qui est hyper détaillé. Personnellement, moi je l'adore parce que je sais toujours ce que je dois faire, et avec qui et surtout pourquoi. Le résultat, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, on n'a pas besoin de reparcourir tout Reddit pour comprendre ce qu'on fait là. Et on peut juste apprécier l'histoire, rester immergé dans l'univers, et surtout ne pas se sentir largué dès la première cinématique. C'est tout bête, hein, mais ça fait vraiment une énorme différence pour que tout le monde puisse pleinement profiter du jeu. Personnellement, quand un jeu, je ne sais plus ce que je dois faire, je n'y joue plus, tout simplement. Alors, un autre problème que j'ai, c'est le fait de tourner en rond dans les jeux open world. Voilà, parce que je me perds en fait. Moi, j'ai un sens de l'orientation déjà foireux dans la vie de tous les jours, mais dans les jeux, c'est presque pire. Mais heureusement, il y a certains jeux comme Zelda, Phantom Hourglass et Spirit Tracks qui me laissent annoter la carte. Bon, c'est propre à la Nintendo DS aussi, hein, mais moi, ce que j'aimais bien, c'était pouvoir annoter les cartes. Et ce qui me désole, c'est que je suis plus forcément trop en mesure de le faire dans certains jeux, maintenant. Et je me retrouve un peu obligée d'imprimer les cartes pour pouvoir les annoter moi-même à côté pendant que je joue. Ce qui n'est pas fou, écologiquement parlant aussi. Hein. Mais l'autre souci un peu moins connu, c'est... Ouais, donc il y a ça. Et l'autre problème, c'est la cybercinétose. Alors, cinétose, est-ce que ça vous parle? Bon, c'est le mal des transports, hein, c'est juste son nom un petit peu sympa. Et bien, cybercinétose, c'est le mal des transports, mais virtuel, du coup. Et puis bah là, c'est un peu compliqué, surtout quand on joue en FPS, donc en première personne, ou même en VR. Voilà. Et ben là encore, il y a des gens qui ont pensé à nous. Voilà, avec l'option, enfin la possibilité de pouvoir réduire les mouvements de caméra, ou encore de pouvoir ajuster les champs de vision, ou même de couper certains trucs comme le floutage autour, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez pensé pour qu'on finisse pas en PLS sur le canapé parce qu'on a voulu faire de la VR. Bon, on a fait un peu le tour de comment est-ce qu'on rend un jeu vidéo accessible. Bien entendu, tout ce que je vous ai présenté, c'est une liste non exhaustive. Il existe encore plein de choses à faire. Mais avant qu'on voit un peu plus tout ça, on va partir de pourquoi est-ce qu'on rend son jeu accessible. Alors, vous avez une petite image du Curve Cut Effect. Ça vous parle? Bon, de toute façon, l'image est assez parlante. Mais du coup, le Curve Cut Effect, c'est tout ce qui est trottoir abaissé. Voilà, donc à l'origine, ça a été fait pour les blessés de guerre, personnes qui se sont retrouvées notamment en fauteuil roulant. Et bah, en fait, par la suite, ça a été utile à beaucoup de monde, hein, notamment du coup, des personnes avec des poussettes, des valises, des charges lourdes, des vélos, des trottinettes et j'en passe. Et ben c'est pareil pour le jeu vidéo. Hein. On l'a vu plusieurs fois, hein, mais quand on permet d'avoir notamment la possibilité de changer ses touches, ça ne fonctionne pas que pour des personnes handicapées, c'est également utile pour des personnes qui ont besoin de passer d'un QWERTY à un AZERTY ou inversement. Et plein d'autres exemples que je vous ai donnés. Alors, le design inclusif, c'est également appelé du coup le Curve Cut Effect. C'est un concept qui provient de l'urbanisme, ce qu'on a évoqué, et ça part du principe d'inclusion que ce qu'on propose sera donc nécessaire pour certains, utile pour tout le monde. On ne se contente pas d'aider uniquement les joueurs handicapés, ça aide aussi tout le monde au final. Ça aide les joueurs débutants, ça aide les joueurs vétérans, ça aide beaucoup plus de monde. Qui dit une plus grande ouverture, dit également plus de ventes. Et oui, si votre jeu vidéo est accessible, vous avez forcément touché les fameux 400 millions de joueurs qu'on parlait au début de l'introduction. 400 millions, c'est pas rien quand même. Voilà. Mais du coup, comment on fait? Parce que c'est vrai, j'ai beaucoup évoqué de choses, mais on n'est pas trop rentré dans la technique. Mais après, moi, malheureusement, je ne développe pas de jeux vidéo. Mais en fait, c'est comme pour le web, vous avez des référentiels et des guidelines. Donc si jamais vous faites du dev front ou que vous bossez un peu dans l'accessibilité, vous avez déjà probablement entendu parler du RG2A. Ouais, voilà, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et bien en fait, vous avez également des référentiels qui existent pour le jeu vidéo. Alors, vous avez les Xbox Accessibility Guidelines, créés du coup par Microsoft. Vous avez les Game Accessibility Guidelines, et il en existe plein d'autres. Vous avez également un cours gratuit de Microsoft sur comment est-ce qu'on rend un jeu vidéo accessible. Je vous encourage à aller l'essayer. Il est très cool, très chouette. Et vous avez un petit QR code pour accéder à toutes les ressources dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à le scanner. Il sera de nouveau présent en dernière slide. Mais dessus, ça va vous ramener sur un repo GitHub que j'ai créé, dans lequel vous avez vraiment tous les liens, toutes les sources, toutes les personnes à contacter, etc.
Alors concrètement, en fait, vous avez plein d'outils qui existent, notamment des plugins pour Unity, si jamais vous faites des jeux sur Unity. Vous en avez également pour Unreal. Vous avez les Microsoft Game Accessibility Testing Service, Color Oracle, qui est un truc qui a été lancé par EA Games, de mémoire. Enfin bref, vous avez énormément de choses, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ah si, un truc super chouette que j'oublie, Godot, qui est un outil de création de jeux, est maintenant accessible avec des lecteurs d'écran. Voilà, donc si vous êtes aveugle, vous êtes en mesure de créer des jeux via Godot. C'est super cool. À quel moment on le fait ? Un moment clé dans la conception du jeu, c'est quand est-ce qu'on intègre l'accessibilité. Pour vous l'illustrer, je vous partage une analogie que j'aime beaucoup. C'est Lainey Feingold, qui est une avocate spécialisée dans les droits des personnes handicapées, qui a écrit un article qui s'appelle « Accessibility is delicious », dans lequel en fait, plein de personnes de l'accessibilité comparent l'accessibilité à une recette de cuisine. Moi, je vais prendre l'exemple du muffin aux myrtilles. Il est chouette, mon muffin. Quand je fais un muffin aux myrtilles, je prépare ma pâte, j'ajoute mes myrtilles et je le mets au four. Sauf que là, en fait, j'ai juste mis ma pâte et je l'ai mis au four. J'ai oublié les myrtilles. En fait, à la fin de ma cuisson, soit il va falloir que je recommence, soit il va falloir que je trouve un moyen d'ajouter mes myrtilles. Et en fait, ça va me coûter... ça va être pénible, en fait. Ajouter les myrtilles après, c'est pas fou. Ça va peut-être me coûter de l'argent. Si je dois recommencer tous mes muffins, je dois aller racheter de la farine, des œufs, etc. Un peu cher. Et en fait, c'est pareil avec l'accessibilité. Si vous l'intégrez pas dès le début, ça va être plus pénible par la suite, ou plus coûteux. Il faut voir l'accessibilité comme un ingrédient à part entière dans la recette du jeu. Tout comme dans vos projets web, d'ailleurs, ou même appli mobile, etc. Y penser dès le début, ça vous fera gagner du temps et de l'argent plus tard. Voilà. Si jamais il y a une super conférence des devs qui ont bossé sur Sea of Thieves, désolé, mon accent est terrible, mais c'est un jeu dans lequel en fait on est des pirates sur des bateaux. Voilà. Et en fait, eux, ils ont intégré l'accessibilité après. C'est faisable, mais ils expliquent que c'était très long et très pénible. Voilà. Mais du coup, l'accessibilité du jeu, ça ne s'arrête pas au jeu lui-même. Important. Un élément qui est souvent négligé, c'est l'écosystème autour, notamment les emballages, les ouvertures de boîtes ou encore les accessoires. Alors, c'est peut-être plus trop le cas avec la dématérialisation du jeu, mais qui c'est qui a déjà acheté un jeu neuf en physique? Ok. Combien de personnes ont galéré avec le blister? Voilà. Et si on prend des exemples comme la manette PlayStation ou le Xbox Adaptive Controller, les emballages ont été conçus et pensés pour être ouverts uniquement d'un seul doigt. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous embarquer avec des ciseaux, des cutters ou que sais-je. Il vous suffit juste d'un doigt pour pouvoir tout ouvrir. C'est trop bien. Et c'est super parce qu'en fait, c'est ce qu'on peut appeler un peu l'unboxing accessible quelque part. Et en plus, ça fait des super vidéos sur YouTube d'unboxing. Donc ça vous fait en plus de la promo gratos, ce qui est super. Et pareil, si jamais ça vous intéresse, vous avez Microsoft qui a mis en place tout un guide sur comment est-ce qu'on rend un packaging accessible. Voilà, c'est dans mes ressources que je vous ai mis. On va passer très rapidement là-dessus. On a l'IA. Forcément, je ne pouvais pas trop passer à côté. Mais l'IA peut permettre de faciliter l'interaction. Donc là, c'est l'IA qui arrive sur Microsoft, notamment Xbox. C'est le compagnon Xbox qui est en train d'arriver progressivement. J'ai pu le tester, il est assez marrant. Mais en gros, ça va permettre d'aller un peu plus loin dans la personnalisation, dans l'aide, etc. Et on peut imaginer des usages qui peuvent être super intéressants en jeu plus tard. Pour l'instant, c'est pas trop avancé, donc je peux pas trop en parler, mais je voulais quand même vous le mettre là. Allez, on va conclure, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Et pour conclure, je vous partage en fait ce tweet de Grant Stoner, qui est un journaliste spécialisé dans l'accessibilité des jeux vidéo, qui écrit notamment pour IGN. Voilà. Donc, Grant Stoner, il a fait un tweet dans lequel il explique que l'accessibilité, c'est une question de conception, de communauté, de rupture des normes culturelles. L'accessibilité est et sera toujours plus que des paramètres. Et ce message, pour moi, il est important parce que ça rappelle que l'accessibilité, c'est pas juste une série de paramètres à cocher dans un menu. C'est un état d'esprit, c'est un processus continu qui doit faire partie intégrante de la conception, de la culture, mais aussi de la communauté des jeux. Et c'est pas quelque chose à ajouter après coup, c'est vraiment quelque chose à intégrer dès le début. Surtout en impliquant des personnes handicapées dans vos tests.
Voilà. Félicitations, vous venez de débloquer un nouveau succès, celui de rendre votre jeu vidéo accessible. C'est une étape clé, mais souvenez-vous, l'accessibilité, c'est un voyage continu et pas une destination. On a abordé beaucoup de concepts aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est vraiment de toujours rester curieux et curieuse. Vraiment, faites preuve d'ouverture d'esprit sur ces sujets, parce qu'il y a énormément de choses à faire, à voir. Et comme je vous ai dit, là, c'est vraiment que la surface. Hein. Il y a encore énormément de choses. Et j'adore parler de ce sujet. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci pour cet échange très enrichissant. Les QR codes vont peut-être pas rester, mais je vous rappelle que vous pouvez remplir et mettre vos feedbacks directement sur le site du DevQuest. N'hésitez pas à faire vos retours. Toute critique est bonne à prendre, constructive ou négative, ça arrive aussi. Et pour les speakers aussi, pour leur permettre de prendre en compte vos retours. Alors, on va passer aux questions-réponses. On n'a pas beaucoup de temps. On peut prendre quelques questions. Si on veut rester sur le terme de l'accessibilité, si vous êtes timide, vous pouvez toujours vous poser vos questions à Noélie. Après, pendant la journée, elle sera là jusqu'à 17h. Est-ce que vous avez des questions? C'était plutôt clair. Ah bah parfait. Si jamais, hein, je suis aussi... Enfin, vous pouvez aussi... Attendez, je vous remets juste la slide. Beaucoup de slides, hein. Hop, non, c'est celle-là, pardon. Si jamais vous avez mon petit lien ou dessus, vous pouvez retrouver mon LinkedIn et compagnie. Si vous voulez me contacter ou que ce soit, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. Voilà. J'ai quand même une question pour toi, si personne n'en a une. Est-ce que, avec tout ce que tu nous as présenté, sur ce qu'on a identifié, est-ce qu'il reste selon toi des axes possibles d'amélioration au quotidien, en général, sur les jeux vidéo, par exemple, ou même après, pour les sites web, dans un sens plus large? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore trop sous-estimées, des choses qu'on devrait, sur lesquelles penser? On a vu que dès la conception, c'était important, mais est-ce qu'il y a de la recherche, quelque chose qui devrait être un peu plus approfondi? Ouais, je pense que c'est valable pour tout. C'est vraiment intégrer des personnes concernées dans les tests. Si on veut rendre un jeu vidéo accessible aux personnes aveugles, c'est prendre contact avec des personnes aveugles pour leur faire tester les jeux ou même les sites, hein, pour s'assurer que on va dans la bonne direction. Très important, effectivement. Il est 10h50. Si vous n'avez pas d'autres questions... Ah, petite question au fond. Attends, allez, on va te donner un micro. Ouais. C'est pour le replay. Bonjour, merci pour le talk. C'est juste savoir, il y a des projets de loi pour l'accessibilité sur les sites web. Est-ce qu'il y a des projets de loi qui sont aussi à venir sur le jeu vidéo dans le même style en fait? J'adore cette question parce que j'aimerais trop répondre oui, mais en fait non, malheureusement. Dommage. Quand on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec tout ce qui se fait strike de plus en plus, toutes les initiatives de diversité, équité, inclusion qui se font arrêter, je suis malheureusement, je peux répondre que non malheureusement. C'est vrai que ça serait pas mal en fait. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour Pas toi. de souci. Ah, une autre question. Je vais passer le micro. Bonjour, merci. En fait, je me demande, est-ce que tu as les chiffres des parts de marché gagnées par Sea of Thieves après leur démarche d'accessibilité, enfin de rendre le jeu accessible? Alors, je les ai pas. Par contre, je pense qu'ils doivent l'expliquer dans sa conférence, que je pourrais revenir vers toi et te l'envoyer si tu le souhaites. Ok, ouais, super. Merci. Pas de souci.